La ville expirait un souffle humide et las, de ceux qui s'installent profondément dans les eaux et font paraître le matin plus vieux qu'il ne l'est. Léo suivit du doigt le rebord de sa tasse à café ébréchée. La céramique était froide sous ses doigts calleux. Dehors, la pluie tombait en une bruine régulière et déterminée, estompant les contours du monde en une aquarelle de gris sourd et de brun fatigué. L'appartement était calme, à l'exception du cliquetis rythmique contre la vitre et du léger grattement d'un crayon sur du papier provenant de l'autre pièce. C'était le bruit de son fils Sam, perdu dans un monde de dragons et de vaisseaux spatiaux, un monde que Léo luttait chaque jour pour protéger des ombres envahissantes du leur. Il prit une gorgée de café, noir et amer, le dernier du paquet qu'il avait conservé précieusement pendant 2 semaines. La facture du propriétaire était posée sur le comptoir, un rectangle blanc austère qu'il avait plié et déplié tant de fois que les plis étaient aussi doux que du tissu. Elle était à côté d'un avis de la compagnie de gaz, dont les lettres rouges formaient une alarme silencieuse et insistante. Il avait 73 $ à son nom, un demi-réservoir d'essence dans sa camionnette rouillée et une montagne de ferraille dans son atelier qui bourdonnait des fantômes d'un potentiel inexploité. Chaque morceau de fer à béton, chaque engrenage mis au rebut, chaque feuille de cuivre tordue était une promesse qu'il s'était faite, un témoignage de l'art pour lequel il s'était battu. Mais les promesses ne payaient pas le loyer. Il passa une main dans ses cheveux, un geste fatigué et automatique. Cela faisait 3 ans que Sarah était décédée. 3 ans à tout maintenir ensemble à coups d'étincelles de soudure et d'espoir obstiné. Certains jours, l'espoir semblait fort, solide, comme l'acier qu'il façonnait. D'autres jours, comme aujourd'hui, il ressemblait à une flamme vacillante, qu'un coup de vent suffirait à éteindre complètement. Une voix claire et sereine rompit le silence. « Papa, l'homme de métal est triste aujourd'hui ?» Sam se tenait dans l'embrasure de la porte, son petit corps éclipsé par le sweat à capuche trop grand qu'il portait. Dans sa main, il tenait un dessin représentant une silhouette imposante, faite de boulons et d'écrous, la tête inclinée d'une manière étrangement similaire à la sculpture qui prenait la poussière dans l'atelier de Léo. Léo esquissa un sourire, les muscles de son visage protestant contre l'effort. Personne. L'homme de métal est juste en train de réfléchir. Sam s'approcha en tapotant le sol, ses chaussettes frottant contre le linoléum usé, et brandit le dessin. Il a besoin d'un cœur. Tous les meilleurs ont un cœur. Il avait dessiné un petit cercle rouge lumineux au centre de la poitrine de la silhouette. Léo sentit sa propre poitrine se serrer. Il s'agenouilla et serra son fils dans ses bras, respirant l'odeur des copeaux de crayon et de l'innocence enfantine. Un ancrage soudain et net dans le chaos tourbillonnant de ses pensées. « Tu as raison, mon garçon, il en a un. » 1 heure plus tard, alors qu'il marchait vers le van, la pluie s'était calmée, mais l'air restait lourd et étouffant. Léo remonta la fermeture éclair de la veste de Sam jusqu'à son menton, ses doigts tâtonnant avec le plastique récalcitrant. La ville lui semblait être un labyrinthe de choses qu'il ne pouvait pas s'offrir, de vies vécues derrière des vitres étincelantes qu'il ne pouvait que regarder de l'extérieur. Il se rendait à une casse de l'autre côté de la ville, un pari risqué, dans l'espoir que le propriétaire ait peut-être un morceau d'acier imprégné de cobalt dont il rêvait, un morceau qu'il n'avait aucun moyen de payer. Alors qu'il tournait au coin d'une rue glissante jonchée de feuilles, un reflet noir sur le trottoir mouillé attira son attention. Il ralentit la camionnette, plissant les yeux à travers le pare-brise éclaboussé de pluie. C'était un portefeuille. Il se gara, le moteur de la camionnette vrombissant en signe de protestation, et sortit dans le froid humide. Le portefeuille était lourd, fait d'un cuir fin et sans marque, incroyablement lisse sous ses mains rugueuses. C'était le genre d'objet qui n'avait pas sa place dans une rue secondaire oubliée, trempée par la pluie. Il l'ouvrit, le cœur battant à tout rompre. À l'intérieur, il n'y avait ni permis de conduire, ni photo, ni effet personnel, juste une liasse de billets de 100 $ neufs, plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu en un seul endroit de toute sa vie, et 3 cartes de crédit noires élégantes sans nom, avec seulement un V argenté stylisé en relief dans le coin. Il retint son souffle. Il y avait une adresse, non pas sur un permis, mais sur une carte de visite épaisse glissée dans une poche latérale. Ce n'était pas une adresse personnelle. C'était l'adresse de la Vance Tower,
un gratte-ciel monolithique de verre noir et d'acier qui transperçait l'horizon de la ville comme un éclat d'obsidienne, un endroit aussi étranger et inaccessible pour lui que la lune. Il resta là, sous la pluie, le poids du portefeuille dans la main, se sentant moins comme un découvreur que comme un cobaye. Le trajet jusqu'à la casse fut un brouillard de pensées confuses. Le portefeuille posé sur le siège passager était comme une accusation silencieuse. L'esprit de Léo tournait à toute vitesse, un diaporama frénétique de factures en retard, les baskets usées de Sam, le réfrigérateur vide. L'argent contenu dans ce rectangle de cuir pourrait tout régler, au moins pour un mois. Cela pourrait être une bouffée d'air frais alors qu'il était en train de se noyer. Un bouton pose sur la marche inexorable de la dette. Ce serait si facile. Pas de nom, pas de visage, juste une tour de verre anonyme et une personne si riche qu'elle n'avait probablement même pas remarqué sa disparition. Il pouvait simplement le prendre. Qui s'en rendrait compte? Que ferais-tu à ma place? Écris tes commentaires. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur à Sam, qui fredonnait doucement à l'arrière, traçant des motifs sur la vitre embuée du bout des doigts. L'innocence de ce petit geste concentré lui donna un coup de poing dans le ventre. Quel genre d'homme serait-il s'il apprenait à son fils que la solution à leurs problèmes était de prendre quelque chose qui ne leur appartenait pas? Cette seule pensée lui laissa un goût amer dans la bouche, plus amer que son café du matin. La casse était un échec. Le propriétaire, un homme grisonnant nommé S, qui sentait la rouille et les cigares bon marché, se contenta de secouer la tête. De l'acier cobalt dans cette économie? Tu rêves, Léo. Il s'éloigna, laissant Léo debout au milieu de montagnes de métal en décomposition. La pluie recommença à tomber, plus froide cette fois. Le poids de son échec pesait lourdement sur lui, lourd et familier. Le portefeuille lui semblait plus lourd, son potentiel lui semblait être une moquerie. Il remonta dans la camionnette, l'odeur du métal humide imprégnant ses vêtements, et ne rentra pas chez lui, mais se rendit en centre-ville. La tour Vance semblait grandir à mesure qu'il s'en approchait, tel un monument dédié à un monde qu'il ne comprenait pas. Elle était élégante, impersonnelle, et dégageait une sorte de puissance tranquille qui poussait les mortels dans la rue à passer rapidement sans lever les yeux. Il gara la camionnette à 2 pâtés de maison, ses panneaux latéraux rouillés ressemblant à une blessure sur fond de berline polie et de voitures de ville noire. « On va juste déposer quelque chose, mon pote », dit-il à Sam, la voix tendue. Il prit la main de son fils, dont les petits doigts s'enroulèrent autour des siens avec une confiance absolue. Le hall d'entrée était une cathédrale de silence et de marbre. L'air était frais et ne sentait rien, un vide stérile et artificiel. Une femme aux cheveux coupés courts et portant un casque était assise derrière un bureau qui ressemblait à une gigantesque plaque de glace polie. Son regard se posa sur les bottes de travail usées et la veste délavée de Léo. Son expression était un parfait masque de politesse dédaigneuse. « Puis-je vous aider ?» Sa voix était aussi stérile que l'air. Léo brandit le portefeuille. « Je l'ai trouvé. » L'adresse sur la carte à l'intérieur correspondait à ce bâtiment. Le sang-froid de la femme se fissura pendant une fraction de seconde. Elle tendit la main vers le portefeuille, mais Léo le retira. « Je voudrais le rendre à son propriétaire en personne. » Elle haussa les sourcils. Une question silencieuse sur son audace. « Je suis désolé, monsieur. Ce n'est pas possible. Si vous me le laissez, je veillerai à ce qu'il soit remis à son propriétaire. » « Je n'en doute pas, » répondit Léo en serrant le cuir lisse. « Mais je préfère le rendre moi-même. » Il ne savait pas pourquoi il insistait. Peut-être était-ce par fierté. Peut-être était-ce le besoin de se prouver à lui-même, plus qu'à quiconque, qu'il était le genre d'homme à toujours faire ce qui est juste. La femme pinça les lèvres. « À qui appartient ce portefeuille, si je peux me permettre ?» Léo marqua une pause. Il n'y avait pas de nom. Il sortit la carte de visite avec le V argenté. Je ne suis pas sûr que ce soit la seule pièce d'identité. Les yeux de la femme s'écarquillèrent presque imperceptiblement lorsqu'elle vit la carte. Sa posture changea. Un instant. Elle parla doucement dans son casque sans quitter Léo des yeux. Le silence s'éternisa, amplifié par l'espace caverneux. Sam s'agita, sa petite main toujours dans celle de Léo. Finalement, la femme leva les yeux, son expression mêlant incrédulité et respect réticent. « Mademoiselle Vance va vous recevoir, au 40e étage. » L'ascenseur monta à une vitesse vertigineuse et silencieuse. Sam pressa son visage contre la vitre, regardant la ville rétrécir sous ses yeux, son souffle formant un petit cercle de buée sur la surface. « Est-ce qu'on va dans l'espace ?»
murmura-t-il, la voix pleine d'émerveillement. Léo esquissa un faible sourire, l'estomac noué par l'appréhension. On dirait, n'est-ce pas? Le 40e étage était encore plus calme que le hall d'entrée. L'air y était tout aussi frais et inodore, mais le silence semblait différent. C'était le silence d'un contrôle absolu. Les murs étaient d'un gris pâle et uniforme. Le sol, en béton poli, reflétait la lumière tamisée des baies vitrées. Il n'y avait ni œuvre d'art, ni plantes, ni désordre. C'était moins un bureau qu'une forteresse minimaliste. Un homme vêtu d'un costume si impeccable qu'il semblait pouvoir couper du verre les accueillis à la sortie de l'ascenseur. Son sourire était fin et étudié. « Monsieur Morgan, par ici ». Il les conduisit le long d'un long couloir jusqu'à une imposante double porte, en ouvrit une, leur fit signe d'entrer, puis se retira sans un mot. Le bureau était vaste, dominé par un seul bureau massif fait de ce qui semblait être un morceau de bois sombre massif. Derrière lui, une femme se tenait debout, le dos tourné vers eux, regardant le paysage urbain balayé par la pluie. Le mur entier était une fenêtre, et elle semblait faire partie du paysage, une silhouette se découpant sur le ciel gris. Elle se retourna lentement. Éléonore Vance n'était pas ce à quoi il s'attendait. Il avait imaginé quelqu'un de plus âgé, de plus sévère, mais la femme devant lui avait probablement son âge, avec des cheveux noirs tirés en arrière, en un chignon strict et élégant, et un visage d'une beauté saisissante, mais réservée, comme si elle avait appris depuis longtemps à protéger ses pensées du monde. Elle portait une robe noire simple, impeccablement coupée. Son seul bijou était une délicate montre en argent à son poignet. Ses yeux, d'un gris froid et intelligent, l'évaluèrent d'un seul regard rapide. « C'est vous qui avez trouvé mon portefeuille », dit-elle. Ce n'était pas une question. Sa voix était basse et ne trahissait aucune émotion. Léo acquiesça et s'avança. « C'est moi ». Il posa le portefeuille sur le bord de son immense bureau. Il semblait petit et insignifiant sur la vaste surface de bois poli. Elle ne fit pas le moindre geste pour le ramasser. Son regard resta fixé sur lui. Le chef de la sécurité m'a informé qu'il avait été trouvé dans une rue plutôt banale. Il m'a également informé de son contenu. Léo soutint son regard, sa propre détermination se renforçant. Il n'était pas là pour être interrogé ou jugé. Il était sur le trottoir. Je l'ai simplement ramassé. « Et vous l'avez rapporté », déclara-t-elle d'un ton indéchiffrable. Avec tout ce qu'il contenait, mon chef de la sécurité trouve cela inhabituel. Il sous-entendait que quelqu'un comme lui, quelqu'un qui semblait avoir besoin d'argent, aurait dû le prendre. Léo serra les mâchoires. « Je ne cherche pas de récompense, mademoiselle Vance. Je vous rends simplement ce qui vous appartient. » Il se retourna, prenant la main de Sam. « Nous allons y aller. »« Attendez, » dit-elle. Le mot était sec, autoritaire, mais il contenait une lueur d'autre chose, de la curiosité peut-être. Elle contourna le bureau, ses mouvements fluides et contrôlés. Elle s'arrêta à quelques mètres d'eux, les yeux posés sur Sam, qui serrait son carnet de croquis contre sa poitrine. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle d'une voix légèrement plus douce. Sam, qui n'était jamais timide, le brandit. « Ce sont les œuvres de mon père. C'est moi qui les dessine. » Eleanora prit le carnet qu'il lui tendait. Elle le feuilleta lentement. Les dessins étaient enfantins, bien sûr, mais ils capturaient la puissance brute des sculptures de Léo, le métal tordu, la belle et féroce agonie de leur forme. Elle s'arrêta sur le dessin de l'homme de métal, au cœur rougeoyant. Son sang-froid, soigneusement construit, sembla vaciller un instant. Elle regarda le dessin, puis Léo, et pour la première fois, elle le vit vraiment, non pas comme un problème à gérer ou une curiosité à ignorer, mais comme quelque chose de complètement différent, quelque chose de réel. Elle rendit le carnet de croquis à Sam. « Votre père est très talentueux. » Elle regarda ensuite Léo droit dans les yeux, ses yeux gris cherchant les siens. « Merci de m'avoir rendu mes affaires, monsieur Morgan. Vous êtes un homme honnête, c'est une qualité plus rare que vous ne le pensez. Si vous avez aimé ce moment, laissez un « j'aime ». La descente en ascenseur lui sembla encore plus longue que la montée. La main de Léo était posée fermement sur l'épaule de Sam, mais à l'intérieur, son adrénaline bourdonnait frénétiquement. Sa rencontre avec Éléonore de Vance l'avait laissé avec un sentiment d'exposition, comme si elle avait retiré une couche de lui sans même essayer. Elle n'avait pas été méchante. Pas vraiment, mais sa présence était une force de la nature, une tempête contrôlée qui aspirait tout l'air de la pièce. Il était soulagé de sortir de la tour et de retrouver les rues mouillées par la pluie, là où était sa place.
Sam, cependant, était surexcitée. « Elle a aimé mes dessins, papa. Elle a dit « Tu as du talent, c'est une reine ?» Léo rit d'un rire un peu rauque. « En quelque sorte, mon grand. » Il attacha son fils dans le van, le grincement familier du siège, un retour réconfortant à la réalité. Il ne voulait plus jamais penser à Éléonore Vance, ni à son monde stérile et silencieux. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Le moment décisif de l'histoire commence maintenant. C'était un monde de pouvoir et de richesse, si vaste qu'il en était presque abstrait, et il ne voulait pas en faire partie. C'était un homme qui construisait des choses de ses mains, qui trouvait de la beauté dans la rouille et la décadence. Lui et une femme qui vivait dans une tour de verre n'avaient rien en commun. Pourtant, alors qu'il s'éloignait, l'image de ses yeux gris et froids persistait. Il y avait eu une lueur derrière le masque, une solitude qui lui semblait étrangement familière. De retour dans son bureau, Eleanora se tenait à la fenêtre, le portefeuille posé sur son bureau. Elle ne l'avait pas ouvert. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait exactement ce qu'il contenait, pas seulement l'argent et les cartes, mais le message tacite que Léo Morgan avait délivré. Il était entré au cœur de son empire, l'avait regardé dans les yeux et avait refusé d'être intimidé ou acheté. Il avait rendu une petite fortune sans rien demander en échange. Sa dignité tranquille contrastait fortement avec la nature transactionnelle et cupide de son univers. La plupart des gens qui entraient dans ce bureau voulaient quelque chose d'elle, son argent, son influence, son temps. Ils venaient avec des agendas et des discours soigneusement préparés. Léo Morgan n'était venu qu'avec son intégrité et son fils. Elle décrocha le téléphone sur son bureau. « Marcus », dit-elle lorsque son directeur général répondit, « trouve tout ce que tu peux sur un homme nommé Léo Morgan. C'est un artiste, un sculpteur. Je veux savoir où il travaille, ce qu'il a vendu, à qui il doit de l'argent, tout. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Est-ce une question de sécurité, Eleanora ?»« Non, » répondit-elle, le regard perdu vers la ville en contrebas où une camionnette cabossée était en train de disparaître dans la circulation. C'est par curiosité. Elle raccrocha et ouvrit son ordinateur portable dont la lumière illuminait son visage dans la pénombre de l'après-midi. Une recherche rapide fit apparaître un site web simple et obsolète. Léo Morgan Sculptures in Steel. La galerie était clairsemée, les photos de mauvaise qualité, mais les œuvres elles-mêmes étaient à couper le souffle. Elles étaient brutes, émouvantes, empreintes d'une douleur intense et magnifique. Une œuvre en particulier retint son attention. Une silhouette imposante, faite d'engrenages et de barres d'armature, la tête inclinée, un espace creux sculpté dans sa poitrine. Le titre était « L'homme de métal ». C'était le même que celui du dessin de son fils. Elle fixa l'image pendant un long moment, le silence de son bureau pesant sur elle. Cet homme, cet artiste en difficulté aux yeux honnêtes et aux mains calleuses, avait créé quelque chose qui parlait un langage qu'elle avait depuis longtemps oublié. Il construisait des choses qui avaient du sens, tandis qu'elle construisait des choses qui étaient calculées. Et à ce moment-là, une décision commença à prendre forme. Une idée tranquille et imprudente qui n'avait rien à voir avec les affaires et tout à voir avec le vide dans sa propre poitrine. 2 jours plus tard, une élégante voiture noire, du genre si propre qu'elle semblait repousser la saleté de la ville, s'arrêta devant l'atelier de Léo. Le bâtiment était un ancien entrepôt reconverti situé dans un quartier industriel oublié. Sa façade en briques était couverte de saleté et ses fenêtres recouvertes d'une couche de poussière permanente. C'était le dernier endroit où l'on s'attendait à voir un véhicule de ce calibre. Léo était à l'intérieur, un masque de soudeur lui cachant le visage, des étincelles jaillissant tandis qu'il travaillait sur une nouvelle pièce. L'air sentait le métal chaud et l'ozone. Il n'entendit pas la voiture, mais il entendit frapper à l'énorme porte coulissante. Un son poli et hésitant qui semblait tout à fait déplacé. Il éteignit le chalumeau, souleva le masque et ouvrit la lourde porte, essuyant la sueur de son front avec le dos d'un gant graisseux. Éléonore Vance se tenait sur le pas de la porte. Elle était habillée différemment aujourd'hui, avec un jean foncé, un simple pull en cachemire gris et des bottes plates en cuir. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une queue de cheval lâche et elle ne portait pas de maquillage. Sans l'armure de son bureau et sa combinaison de pouvoir, elle semblait plus jeune, plus accessible, et pourtant sa présence était tout aussi puissante. Léo la regarda un instant, sans voix. « Madame Vance ?»
Elle lui adressa un petit sourire hésitant. « J'espérais que vous n'étiez pas occupé. »« Je suis toujours occupé, » répondit-il d'un ton plus défensif qu'il ne l'aurait voulu. Il fit un geste vers l'intérieur chaotique de son atelier. « Comme vous pouvez le voir, je peux, » dit-elle en balayant la pièce du regard, non pas avec un jugement, mais avec une curiosité déconcertante et concentrée. Elle observa les outils éparpillés, les piles de ferraille, les sculptures à moitié terminées qui se dressaient comme des fantômes métalliques dans les faisceaux de lumière poussiéreux. « Mon entreprise cherche à commander une œuvre pour le nouvel atrium de notre campus de recherche et développement, quelque chose d'important. Votre travail m'a été chaudement recommandé. » Léo croisa les bras, son attitude reflétant un scepticisme à toute épreuve. « Votre entreprise, c'est ça, et ils vous ont envoyé, vous, la PDG, chez un artiste de la ferraille dans le pire quartier de la ville. » Son sourire ne faiblit pas. « Je m'implique beaucoup dans les projets qui me tiennent à cœur. » Il ne la croyait pas une seconde. Cela ressemblait à autre chose, une dette qu'elle estimait devoir rembourser pour le portefeuille, une forme de charité déguisée en costume d'entreprise. Et il ne voulait pas en faire partie. « Je ne suis pas à vendre, mademoiselle Vance, et mon art n'est pas un accessoire décoratif pour le hall de votre entreprise. Je ne cherche pas une décoration, » dit-elle d'une voix ferme. Elle entra, ses bottes faisant un léger bruit sur le sol en béton. Elle se dirigea vers l'homme de métal, la sculpture qui l'avait captivée sur son site web. Elle en fit lentement le tour, ses doigts effleurant l'air à quelques centimètres de sa surface rouillée. « Je recherche quelque chose qui semble réel, quelque chose qui a un cœur. » L'écho des paroles de son propre fils sur ses lèvres le fit sursauter. Il l'observait, sentant ses défenses s'affaiblir et se fragiliser. Elle ne considérait pas cette œuvre comme un investissement ou un symbole de statut social. Elle la regardait avec une sorte de révérence silencieuse, une profonde reconnaissance personnelle qu'il n'avait pas vue chez un client depuis des années. Sam choisit ce moment pour sortir de la petite zone cloisonnée qui lui servait d'aire de jeu, une pomme à moitié mangée à la main. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il vit Eleanora. « La reine !» s'exclama-t-il en courant vers elle sans hésitation. Eleanora s'agenouilla, son expression s'adoucissant complètement lorsqu'elle le regarda. « Bonjour Sam, j'espérais te voir. » Sam désigna la sculpture. « C'est l'homme triste, papa va bientôt lui donner un cœur. » Léo les observait, silencieux spectateur de sa propre vie. La PDG intimidante avait disparu. À sa place se trouvait une femme agenouillée sur un sol sale, parlant à un petit garçon d'une sculpture animée. Et Léo, malgré tous ses instincts qui lui dictaient de rester sur ses gardes, sentit celle-ci commencer à s'effriter. Eleanora commença à se rendre régulièrement à l'atelier après cela. Elle n'appelait jamais avant. Elle apparaissait simplement, toujours vêtue de la même tenue décontractée et sobre, souvent avec 2 tasses de café à la main, une pour lui, une pour elle. Au début, leur conversation était guindée et portait exclusivement sur la commande. Elle lui posait des questions sur son processus, les matériaux qu'il utilisait, son inspiration. Il répondait par des phrases courtes et sèches, sans jamais interrompre son travail, comme si le fait de rester en mouvement pouvait le protéger de cette situation. Il restait méfiant, convaincu qu'il s'agissait d'un acte de charité élaboré qu'il était trop fier pour accepter et trop fauché pour refuser. Mais Eleanora était patiente. Elle ne le pressait jamais. Elle s'asseyait pendant des heures sur une caisse renversée, le regardant travailler. Le silence entre eux était ponctué par le sifflement du chalumeau et le cliquetis du métal contre le métal. Elle semblait trouver une étrange paix dans le chaos de son atelier, qui contrastait fortement avec l'ordre stérile de sa propre vie. Lentement, presque imperceptiblement, les murs entre eux commencèrent à s'amenuiser. Un après-midi, elle le trouva en train de regarder une photo punaisée au mur, sur laquelle figurait une femme souriante aux yeux brillants, les bras autour d'un Léo plus jeune et moins marqué par le temps. « Votre femme ?» demanda Eleanora doucement, en venant se placer à côté de lui. Léo acquiesça, la gorge serrée. Sarah, c'était elle qui avait une vraie vision. Elle a vu l'art dans tout ce bric-à-brac avant moi. Eleanor ne lui offrit ni platitude ni condoléances. Elle resta simplement là, partageant le silence avec lui, sa présence étant une reconnaissance silencieuse de sa perte. Un autre jour, il la trouva en train de dessiner dans un petit carnet, le front plissé par la concentration.
Lorsqu'elle remarqua qu'il l'observait, un léger rougissement apparut sur ses joues. « Ce ne sont que des idées », dit-elle en refermant rapidement le carnet. C'était la première fois qu'il la voyait paraître moins que parfaitement posée. Leurs conversations commencèrent à s'éloigner de l'art. Il se surprit à lui parler du premier jour d'école de Sam, de la fois où la camionnette était tombée en panne au milieu d'un orage, des petites difficultés et des petites victoires quotidiennes qui composaient sa vie. En retour, elle lui parlait de son propre monde, non pas en termes de cours de la bourse ou de rachat d'entreprise, mais en faisant allusion de manière voilée à la pression écrasante qu'il exerçait sur elle. « Parfois, le silence est la chose la plus bruyante dans une pièce, dit-elle un jour, le regard perdu dans le lointain. Il comprit exactement ce qu'elle voulait dire. Sam devint le pont entre leurs deux mondes prudents. Il adorait Eleanora, qu'il appelait toujours la reine. Il lui montrait ses derniers dessins, lui racontait des histoires décousues sur sa journée et l'entraînait dans ses jeux imaginatifs sans la moindre gêne. Eleanora, quant à elle, ne le traitait pas comme un enfant à apaiser, mais comme une personne à écouter. Elle l'écoutait avec un intérêt sincère, ses yeux gris pleins d'une chaleur dont Léo commençait à réaliser qu'elle n'était pas feinte. Un mardi pluvieux, elle arriva avec une grande boîte plate. Pour Sam, dit-elle, c'était un matériel artistique de qualité professionnelle. Des fusains, des pastels, des stylos à pointe fine, du papier épais et crémeux. C'était un cadeau extravagant que Léo n'aurait jamais pu s'offrir. Il commença à protester, le mot « charité » sur le bout de la langue, mais Eleanora l'interrompit. « Ce n'est pas un cadeau, Léo, c'est un investissement dans un futur artiste. » Elle le regarda, le regard direct et sans détour. « Laisse quelqu'un faire quelque chose de gentil pour toi, cela ne te rend pas faible. » Ces mots le désarmèrent. Il regarda les yeux de Sam s'écarquiller d'émerveillement, ses petites mains caressant avec révérence les nouveaux matériaux lisses. À ce moment-là, Léo ressentit un profond changement. La forteresse qu'il avait construite autour de son cœur, pierre après pierre, commençait à ressembler moins à une défense qu'à une prison. Et Éléonore Vance, la femme de la tour de verre, lui montrait tranquillement, patiemment, où trouver la clé. La sculpture pour l'atrium de la tour. Vance commença à prendre forme. C'était une œuvre abstraite massive, une spirale tourbillonnante d'acier poli et de fer rouillé qui semblait atteindre le ciel, une fusion de leurs deux mondes. Léo s'y investit corps et âme, cette œuvre étant le reflet des sentiments complexes et indéfinissables qui grandissaient entre lui et Eleanora. Elle était là presque tous les jours, silencieuse, dans un coin de son atelier, sa présence comme un bourdonnement constant sous le bruit de son travail. La commande était un mensonge, ils le savaient tous les deux désormais, même si aucun d'eux ne l'avait dit à voix haute. C'était une excuse, un pont fragile qu'ils avaient construit pour combler le fossé entre leurs vies. Un après-midi, alors que le soleil filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses, projetant de longues ombres dorées sur le sol, Léo posa enfin ses outils. Il était fatigué, ses muscles lui faisaient mal, mais c'était une bonne fatigue, celle qui vient de la création, et non de la simple survie. Eleanora était assise sur sa caisse habituelle, un livre ouvert sur les genoux, même si elle n'avait pas tourné une page depuis plus d'une heure. « C'est presque terminé », dit-il d'une voix rauque. Elle leva les yeux, le regard doux dans la lumière chaude. « C'est magnifique, Léo. » Il s'approcha et s'assit par terre près d'elle, adossé à une pile de tôle. « Tu sais, » commença-t-il en regardant la sculpture, « cela fait longtemps que je n'ai pas été aussi optimiste à propos de mon travail. Pas depuis Sarah. » Cette confession resta suspendue dans l'air, vulnérable et réelle. Eleanor ferma son livre. « Elle serait fière de toi. Elle me dirait probablement de ne pas faire confiance au PDG milliardaire qui n'arrête pas de venir m'apporter du café, dit-il, un demi-sourire effleurant ses lèvres. Le sourire d'Eleanor était faible, teinté d'une tristesse qu'il commençait à reconnaître. « C'est ce que tu penses que c'est? Moi, un PDG milliardaire? Et toi, un projet ?»« Je ne sais pas ce que c'est, » admit-il en la regardant enfin, « mais ça ne ressemble pas à une transaction commerciale. »« Ce n'en est pas une, » dit-elle d'une voix à peine audible. Elle se pencha légèrement en avant, ses yeux gris cherchant les siens. « Quand je suis ici avec toi et Sam, je ne suis pas PDG, je ne suis pas une Vance, je suis juste Eleanora, et je ne me suis pas sentie comme Eleanora depuis très longtemps. » La franchise brute dans sa voix était un courant qui l'entraînait vers le fond. L'air entre eux crépitait, l'espace se rétrécissait jusqu'à n'être rempli que de leur souffle commun,
et du poids silencieux et lourd de sentiments inexprimés. Il pouvait voir le conflit dans ses yeux, le désir d'être vu et la peur de l'être. C'était une peur qu'il connaissait bien. Il tendit la main, sa main calleuse recouvrant la sienne posée sur la caisse. Le contact était hésitant, électrique. Sa peau était douce, contrastant fortement avec ses mains rugueuses et cicatrisées. Elle ne se retira pas. Au contraire, ses doigts se recroquevillèrent légèrement, en guise de réponse silencieuse. Ils restèrent assis ainsi pendant un long moment. Le monde extérieur s'estompait, ne laissant qu'eux deux dans la lumière dorée et poussiéreuse de l'atelier, au bord d'un précipice à la fois terrifiant et magnifique. Le rire de Sam, provenant de l'autre pièce, rompit le charme. Léo retira sa main. La perte de contact lui causa une douleur soudaine et aiguë. Mais lorsqu'il croisa à nouveau le regard d'Elanor, le mur avait disparu. À sa place, il y avait une compréhension mutuelle, une promesse fragile et tacite que c'était quelque chose de réel, quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Le changement chez Léo fut d'abord subtil, puis indéniable. Une légèreté revint dans son attitude. La fatigue perpétuelle dans ses yeux s'estompa, remplacée par une étincelle qui ressemblait beaucoup à de la joie. Il se mit à fredonner en travaillant, de vieilles chansons rock auxquelles il n'avait pas pensé depuis des années. Il acheta même une nouvelle cafetière, une petite machine toute simple, mais qui symbolisait un avenir auquel il recommençait à croire. Sam le remarqua plus que quiconque. Son père riait davantage, de vrais éclats de rire qui réchauffaient l'atmosphère du studio. Ils commencèrent à prendre leur week-end, ce qu'ils n'avaient plus fait depuis avant que Sarah ne tombe malade. Ils allaient au parc, au musée des sciences, à la foire locale, et le plus souvent, Elanora les accompagnait. Elle se débarrassait de son apparence professionnelle, avec un soulagement presque visible lorsqu'elle était avec eux. Elle portait de vieilles baskets, laissait Sam mettre des paillettes dans ses cheveux et apprenait à lancer un frisbee avec un manque de grâce surprenant qui les faisait tous rire. Elle était maladroite et peu sûre d'elle dans ce monde de plaisirs simples, mais elle essayait, et ses efforts étaient plus attachants que n'importe quelle perfection raffinée. Un samedi, ils sont allés à la plage. C'était une journée fraîche et nuageuse. Le ciel était recouvert d'un voile gris pâle, mais l'air était frais et embaumait le sel et la mer. Léo et Sam construisaient un château de sable bancal tandis qu'Elénor marchait au bord de l'eau en ramassant des coquillages. Léo l'observait, un petit sourire aux lèvres. Elle semblait si différente de la femme dans sa tour de verre, tellement plus vivante. Plus tard, alors qu'ils étaient assis sur une couverture en train de partager des sandwichs, Elanora regardait les vagues. « Je venais souvent sur une plage comme celle-ci avec mon grand-père », dit-elle d'une voix calme. « C'est lui qui a créé l'entreprise. Il l'a construite à partir de rien, dans un garage à peine plus grand que ton studio. Il adorait l'odeur de l'océan. Il disait que c'était la seule chose assez grande pour que ses problèmes lui semblent insignifiants. » Léo l'écoutait, sentant qu'il s'agissait d'un rare aperçu de la forteresse de son passé. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il doucement. « Il a connu le succès », répondit-elle d'un ton amer. Plus l'entreprise grandissait, moins il venait à la plage. Il sentait désormais les salles de réunion et les blocs-notes plutôt que le sel. À sa mort, il n'était plus qu'un inconnu en costume qui portait mon nom de famille. Je me suis promis de ne jamais devenir comme lui. Elle regarda Léo, les yeux remplis d'une profonde et douloureuse tristesse. Et puis, je suis devenu comme lui. Il tendit la main par-dessus la couverture et prit la sienne. Tu n'es pas comme lui, Elanora. Tu es ici. Ses doigts se resserrèrent autour des siens. Elle regarda tour à tour Léo et Sam, qui couraient joyeusement après une volée de mouettes sur le rivage. Son rire portait dans le vent. Une larme coula sur sa joue, la première que Léo l'ait jamais vue verser. Elle ne l'essuya pas. Pour la première fois, elle laissait quelqu'un voir les fissures dans son armure. Et Léo n'en avait pas peur. Il commençait à réaliser que c'était par ces fissures que la lumière pénétrait. Cette fragile construction qu'ils avaient bâtie, cette bulle d'authenticité au milieu d'un monde bruyant et exigeant, était vouée à éclater. Le catalyseur était un homme nommé Marcus Thorne, le bras droit d'Elanora et le gardien autoproclamé de l'image de Marc de Vence. Il était vif, ambitieux, et considérait le monde comme une série d'actifs et de passifs. Et il avait commencé à considérer Léo Morgan comme un passif important. Marcus observait la transformation d'Eleanor avec une inquiétude croissante. Ses absences fréquentes au bureau, ses réunions annulées, son intérêt soudain pour les initiatives artistiques publiques.
Tout cela était très éloigné du PDG impitoyablement efficace qu'il connaissait. Il l'avait bien sûr fait suivre. Les rapports lui étaient revenus avec des photos granuleuses d'elle, dans une aire de jeu, dans un atelier poussiéreux, tenant la main d'un homme qui semblait sortir tout droit d'une réunion syndicale. C'était inacceptable. Il choisit de la confronter non pas au bureau, mais dans son appartement stérile en hauteur, un endroit aussi dépourvu de touches personnelles que sa personnalité professionnelle. Il la trouva sur le balcon, contemplant les lumières de la ville, un verre de vin intact sur la table à côté d'elle. « Cela a assez duré, Eleanora, dit-il sans préambule. Elle ne se retourna pas. « Cela ne te regarde pas, Marcus. Quand la PDG d'une entreprise multimilliardaire commence à passer ses après-midi dans un dépotoir glorifié avec un sculpteur sans le sou, cela devient l'affaire du conseil d'administration, rétorqua-t-il d'une voix sèche. Les actionnaires s'inquiètent. Ton congé sabbatique est interprété comme un signe d'instabilité. » Et cet homme laissa-t-il planer dans l'air avec un profond mépris. C'est un risque, un inconnu avec une histoire triste qui pourrait traîner le nom de Vance dans la boue. « Il s'appelle Léo, » dit-elle d'une voix dangereusement calme. Elle se tourna enfin vers lui, les yeux aussi froids et durs que le verre qui les entourait. « Et il a plus d'intégrité dans un seul de ses doigts insensibles que vous n'en avez dans tout votre corps, » ricana Marcus. L'intégrité ne fait pas bouger les marchés. C'est la perception qui les fait bouger. Et la perception est que vous vous faites avoir, ou pire, que vous avez perdu votre concentration. Que se passera-t-il lorsque la presse aura vent de cela? Le milliardaire Aéris trouve l'amour dans les bidonvilles. C'est un handicap que nous ne pouvons pas nous permettre. Alors vendez vos actions, Marcus, dit-elle d'une voix glaciale. Parce que je ne suis pas un handicap. Je suis la PDG et vous êtes renvoyé. Son visage pâlit, sa confiance suffisante s'évanouit pour laisser place à l'incrédulité, puis à la fureur. Il partit sans un mot, le bruit de la porte coulissante, résonnant dans l'appartement silencieux. Eleanora se tenait seule sur le balcon, les lumières de la ville floues devant elle. Elle avait remporté la bataille, mais elle savait que la guerre ne faisait que commencer. Marcus n'allait pas partir sans faire de bruit. Il allait divulguer l'information. Il allait utiliser cette histoire pour essayer de la forcer à partir, pour la faire passer pour instable et présenter sa relation avec Léo comme une folie émotionnelle et imprudente. Le monde qu'elle avait tant essayé de tenir à distance était sur le point de s'écrouler sur le seul endroit où elle avait enfin trouvé la paix. Le titre fit le buzz sur Internet comme une inondation soudaine. Il apparut d'abord sur un blog People populaire consacré à la technologie, puis se répandit comme une traînée de poudre. La PDG recluse de Vance Tech, Eleanor Vance, entretient une liaison secrète avec un artiste en difficulté. L'article était accompagné d'une photo prise au téléobjectif d'elle et de Léo quittant son studio, son bras posé nonchalamment sur son dos. C'était une image d'affection simple et spontanée, déformée en quelque chose de salace et de transactionnel. Le lendemain matin, elle était partout. Léo l'a découvert lorsqu'il est allé acheter du lait au magasin du coin. Son visage, granuleux et inconnu, le fixait depuis l'écran de la petite télévision installée derrière le comptoir. La caissière, une femme qu'il connaissait depuis des années, ne pouvait soudainement plus le regarder dans les yeux. Son téléphone a commencé à vibrer dans sa poche et n'a pas cessé. Des journalistes ont commencé à se présenter devant l'atelier. Une nuée de vautours armés d'appareils photo et de microphones. Ils lui ont crié des questions, leur voix perturbant le sanctuaire tranquille qu'il s'était construit. « Monsieur Morgan, depuis combien de temps connaissez-vous Mademoiselle Vance? Est-il vrai qu'elle finance votre travail? Êtes-vous amoureux de la milliardaire ?» Il se retira à l'intérieur, claquant la lourde porte, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Ça y était, le cauchemar auquel il s'était inconsciemment préparé depuis toujours. Il n'était plus Léo, l'artiste, le père. Il était un personnage dans une histoire qu'il n'avait pas écrite, un acteur secondaire dans le drame de la vie d'une femme riche. Le récit était déjà écrit. Il était le cas social, le chercheur d'or, le projet favori de la femme riche. Sam, sorti de son coin, les yeux écarquillés de confusion et de peur. « Papa, qui sont tous ces gens ?» Léo s'agenouilla et le serra contre lui, sa propre peur formant un nœud froid dans son estomac. « Ils sont juste confus, mon chéri. Tout va bien. Nous allons bien. » Mais tandis qu'il serrait son fils dans ses bras, il savait que tout n'allait pas bien.
Le monde les avait trouvés et menaçait de détruire la fragile et magnifique chose en laquelle il venait tout juste de commencer à croire. Il devait protéger Sam. C'était son seul travail, son seul but. Et si cela signifiait fermer la porte à Eleanora et à l'espoir qu'elle représentait, alors c'était ce qu'il devait faire. Cette pensée était comme un éclat de glace dans son cœur. Eleanora essaya de l'appeler, mais il ne répondit pas. Il regarda son nom s'afficher sur l'écran, son pouce suspendu au-dessus du bouton vert, le cœur serré par le désir d'entendre sa voix, mais il ne pouvait pas. Le risque était trop grand. Les journalistes campaient toujours dehors, présence constante et menaçante. Sam avait peur de sortir. Le studio, autrefois un refuge, ressemblait désormais à une cage. Elle vint au studio ce soir-là, après le coucher du soleil, alors que la plupart des journalistes s'étaient dispersés. Elle frappa à la porte, le son doux et hésitant dans le silence pesant. Léo se tenait de l'autre côté, la main sur le verrou, les yeux fermés. Il pouvait sentir sa présence, une attraction magnétique et chaleureuse. « Léo, s'il te plaît !» Sa voix traversa le bois épais, tendu et pleine de douleur. « Laisse-moi entrer. Nous pouvons arranger les choses. » Il appuya son front contre la porte métallique froide. « Il n'y a rien à arranger, Eleanora. C'est ton monde. Ce n'est pas le mien. Je n'y ai pas ma place. Ce n'est pas vrai, supplia-t-elle. Notre monde est ce que nous en faisons. Ne les laisse pas nous faire ça. » « Ils sont déjà en train de le faire, dit-il, la voix rauque à cause des larmes qu'il retenait. « Ils sont devant chez moi. Ils effraient mon fils. Il est tout ce que j'ai. Je ne peux pas. Je ne laisserai pas mon fils être une victime collatérale de ta guerre d'entreprise. » Le silence de l'autre côté de la porte était déchirant. Il pouvait l'imaginer debout là, le visage pâle, les mains crispées sur les côtés. Il lui faisait du mal, et cela le déchirait. Mais l'instinct de protéger son enfant était une force primitive plus forte que tout le reste. « Je voulais juste être avec toi, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Je sais, » dit-il, d'une voix à peine audible. « Mais je ne peux pas, je suis désolé. » Il l'entendit prendre une inspiration tremblante, puis le bruit léger de ses pas s'éloignant. Il ne bougea pas. Il resta là, la main sur le verrou, tandis que le bruit de sa voiture s'éloignant s'estompait dans la nuit. Le silence qu'elle laissait derrière elle était une blessure béante. Il avait repoussé la seule personne qui l'avait fait se sentir entier depuis des années, et il l'avait fait pour protéger une vie qui lui semblait soudain vide sans elle. L'atelier était froid et silencieux, la sculpture inachevée au centre de la pièce, un monument à un avenir qui ne se réaliserait jamais. Il avait fait son choix. Il avait choisi la sécurité plutôt que l'espoir, et le poids de ce choix était écrasant, insupportable. Les jours qui suivirent furent d'un gris monotone. Les médias, après avoir obtenu leur scoop dramatique avec une porte fermée et un milliardaire au cœur brisé, passèrent finalement au scandale suivant, laissant derrière eux un froid persistant. Le calme revint dans la rue de Léo, mais c'était un calme différent désormais. Il était creux, vide, chargé d'une douleur inexprimée. Léo se jeta dans son travail avec une énergie frénétique et sans joie. Il termina la sculpture pour la Vance Tower, déversant toute sa douleur, sa colère et son sentiment de perte dans le métal, jusqu'à ce qu'elle devienne un cri tordu et magnifique. Il appela le siège social, parla à un assistant subalterne et organisa son enlèvement. Il ne demanda pas à parler à Eleanora. Il ne voulait même pas savoir si elle était là. Il voulait juste que cette sculpture disparaisse, une rupture définitive. Il essaya d'être le même père pour Sam, mais les rires ne venaient plus aussi facilement. La lumière dans ses yeux s'était éteinte. Sam sentit le changement. Il cessa de poser des questions sur la reine. Il cessa de laisser ses dessins sur l'établi pour qu'elle les trouve. Les couleurs vives de leur petit monde s'étaient estompées pour devenir monochromes. Un après-midi, Sam s'assit à côté de lui sur le sol de l'atelier, le regardant tranquillement soudé. « Papa » dit-il d'une petite voix. « Elle te manque ?» Les mains de Léo s'immobilisèrent. Il souleva son masque. Son visage était celui d'une tristesse lasse. « Oui, mon grand, » admit-il. « Elle me manque. »« Moi aussi, » murmura Sam en appuyant sa tête contre le bras de son père. L'homme de métal est à nouveau triste. Léo regarda son fils, puis l'espace vide où se trouvait auparavant la grande sculpture. Il avait construit une forteresse autour d'eux, mais il n'avait pas réussi à empêcher la tristesse d'entrer. Il l'avait enfermé avec eux. Il avait choisi la sécurité. Mais il avait oublié qu'une vie sans risque, sans la possibilité terrifiante et magnifique de l'amour,
n'était pas vraiment une vie. C'était juste survivre. Et il était tellement fatigué de simplement survivre. Eleanora était assise dans la salle de réunion stérile et silencieuse, devant la longue table, une surface noire polie qui reflétait les visages sombres des membres du conseil d'administration. À la tête de la table, Marcus Thorne, qui avait été réintégré par un conseil nerveux, présidait avec un calme reptilien suffisant. Ils étaient là pour discuter des mesures à prendre pour limiter les dégâts, pour élaborer une stratégie qui rassurerait le marché et effacerait la tâche laissée par son indiscrétion émotionnelle. « Nous avons préparé une déclaration pour vous », dit Marcus en faisant glisser un dossier sur la table. Elle souligne un regain d'intérêt pour nos projections du 4e trimestre et annonce à regret la fin de votre association avec M. Morgan. Elle le dépeint comme un bref et malheureux manque de jugement. C'est clair, ça marchera. Eleanora regarda le dossier, mais ne le toucha pas. Elle pensa à Léo, à sa force tranquille, à la façon dont il regardait son fils, à la beauté brute et honnête qu'il créait à partir d'objets jetés. Une erreur de jugement. Il était le meilleur jugement qu'elle ait jamais eu. Elle regarda autour de la table les hommes vêtus de costumes sombres identiques, le visage impassible, le regard calculateur. Ils ne voyaient pas les gens. Ils voyaient des marges bénéficiaires. Ils ne voyaient pas l'art. Ils voyaient des actifs. Ils étaient les fantômes dont son grand-père l'avait mis en garde. Les hommes qui avaient vendu leur âme contre des stock options. À cet instant, quelque chose en elle se solidifia. La peur, le doute, les années passées à essayer d'être à la hauteur d'un nom qui ressemblait davantage à une cage, tout cela s'évanouit. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle se leva, son mouvement si soudain qu'il fit sursauter les membres du conseil d'administration. « Merci pour ta suggestion, Marcus », dit-elle d'une voix claire et forte qui résonna dans la pièce silencieuse. « Mais je ne signerai pas ta déclaration. En fait, j'ai ma propre déclaration à faire. » Si, Elle se dirigea vers le bout de la table, prit une télécommande dans son support et appuya sur un bouton. L'écran géant derrière elle, habituellement réservé aux rapports trimestriels et aux projections boursières, s'alluma. Il affichait une image haute résolution de la sculpture de Léo, celle qu'il avait réalisée pour son atrium, désormais installée et illuminée par des lumières soigneusement placées. Elle était magnifique. « Ceci, dit-elle d'une voix empreinte d'une puissance qu'il n'avait pas entendue depuis des mois, est le nouveau visage de la Vance Corporation et non les rapports trimestriels ou les cours boursiers. Elle s'appelle Hope, Espoir, et a été créée par Léo Morgan, un homme qui a plus de valeur et d'intégrité que quiconque dans cette pièce. » Elle tourna son regard vers Marcus, ses yeux semblables à des éclats de glace. La nouvelle initiative principale de la Fondation Vance sera consacrée au financement de l'art public et au soutien des artistes dans les communautés défavorisées. Notre première subvention, une dotation permanente et inconditionnelle, ira à l'atelier de M. Morgan, afin qu'il puisse créer sans craindre la ruine financière pour le reste de sa vie. Ce n'est pas de la charité, c'est un investissement dans ce qui compte vraiment, la beauté, l'intégrité et le cœur. Elle fit une pause, laissant le poids de ses mots s'imposer. Et encore une chose, je ne démissionne pas, je prends les rênes. C'est mon entreprise, mon héritage. Et à partir d'aujourd'hui, nous serons une entreprise qui construit des choses qui ont du sens, pas seulement des choses qui fonctionnent. Si cela pose un problème à certains d'entre vous, la porte est là. Elle n'attendit pas de réponse. Elle se retourna et quitta la salle de réunion, laissant derrière elle un groupe d'hommes stupéfaits et silencieux. Elle avait enfin cessé de fuir son nom et avait commencé à le définir. Alors qu'elle entrait dans l'ascenseur, elle sortit son téléphone et envoya un SMS à un numéro qu'elle avait mémorisé. « Allumez les informations et ne fermez pas la porte, s'il vous plaît. » Léo était en train de nettoyer son atelier, une tâche méthodique et sans joie lorsque son téléphone vibra pour lui signaler l'arrivée du SMS. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Il hésita longuement, puis se dirigea vers le petit téléviseur poussiéreux dans le coin et l'alluma. La chaîne économique était en train de diffuser une dépêche urgente. Le titre défilait en bas de l'écran. Eleanor Vance annonce une nouvelle orientation radicale pour Vance Corp. Choc au sein du conseil d'administration. Il la vit debout derrière un podium, le visage impassible, mais les yeux brillants d'une flamme qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il écouta, le souffle coupé, tandis qu'elle parlait d'art, d'intégrité, de lui.
Elle ne mentionna pas leur relation, n'essaya pas de l'expliquer ou de la défendre. Elle se contenta d'affirmer sa valeur, son importance, comme un fait indéniable. Elle présenta son art comme un symbole de tout ce à quoi son entreprise devait aspirer. Il s'effondra sur un tabouret à proximité, le chiffon tombant de sa main. Le poids, qu'il écrasait depuis des jours, depuis des années, commença à s'alléger. Elle n'avait pas honte de lui, elle ne le cachait pas. Elle le célébrait sur la plus grande scène du monde, risquant tout pour le faire. Elle n'avait pas simplement ouvert une porte, elle l'avait défoncée. Sam s'approcha et se tint à côté de lui pour regarder la télévision. « C'est la reine ?» demanda-t-il. Léo ne pouvait pas parler. Il se contenta d'acquiescer, serrant son fils dans ses bras avec ferveur. Des larmes coulaient sur son visage, chaudes et purificatrices. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de perte, c'étaient des larmes de gratitude profonde et débordante. Il était tombé amoureux d'une femme qu'il croyait vivre dans un autre univers et elle venait de réorganiser les étoiles pour se rapprocher de lui. Il n'attendit pas. Il attrapa ses clés, prit Sam par la main et courut vers le van. Il conduisit jusqu'au centre-ville, le cœur battant à tout rompre, plein d'espoir. Il se gara devant la tour Vance, cet endroit qui lui avait autrefois semblé si intimidant, et entra dans le hall en marbre, non pas avec appréhension, mais avec détermination. Il n'eut pas besoin de dire un mot. Le gardien de sécurité lui sourit simplement et lui ouvrit la porte. L'ascenseur monta, et cette fois, il eut l'impression de rentrer chez lui. Il la trouva debout dans son bureau, près de la grande baie vitrée donnant sur la ville. Elle se retourna lorsqu'il entra, le visage pâle, les yeux plongés dans les siens, plein d'1 million de questions. Il traversa la pièce en 3 longues enjambées. Il ne dit pas merci. Il ne dit pas qu'il était désolé. Il prit simplement son visage entre ses mains, ses pouces rugueux et calleux essuyant les larmes sur ses joues, et l'embrassa. C'était un baiser rempli de tous les mots qu'il n'avait pas dit, un baiser qui avait le goût de la pluie, de la rouille et de la rédemption. C'était la fin d'une histoire et le début d'une autre. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux à bout de souffle. « J'avais tellement peur que tu ne viennes pas », murmura-t-elle. Léo sourit, un large sourire éclatant qui illumina ses yeux et transforma son visage. « Tu m'as dit de ne pas fermer la porte. » Il prit sa main et entrelaça ses doigts avec les siens. Derrière eux, Sam se tenait dans l'embrasure de la porte, un large sourire aux lèvres. Il brandit son carnet de croquis à la page qu'il venait de terminer. C'était un dessin de deux se tenant la main, et au-dessus de leur tête, il avait dessiné un cœur rouge, géant et lumineux. L'homme de métal n'était plus triste. Le dévoilement eut lieu par une journée d'automne claire et fraîche. La sculpture Hope se dressait au centre d'un parc public nouvellement créé. Une oasis de verdure sculptée dans le cœur de béton de la ville, entièrement financée par la nouvelle fondation Vance. Le soleil se reflétait sur ses surfaces en acier poli, lui donnant l'impression d'être vivante, de respirer. Une foule s'était rassemblée, composée de responsables municipaux, de critiques d'art, de familles avec des enfants et des amis discrets et fidèles de Léo, venus de son ancien quartier. Eleanor se tenait à ses côtés, non pas en tant que PDG, mais en tant que partenaire, sa main reposant confortablement dans la sienne. Elle portait une robe simple de la couleur des feuilles d'automne, et son visage était détendu et ouvert, rayonnant d'une lumière qui n'avait rien à voir avec les flashs des appareils photo. Les médias étaient bien sûr présents, mais leur ton avait changé. Le récit n'était plus celui d'un scandale, mais celui d'une source d'inspiration. Il parlait de la vision audacieuse d'Eleanora, de l'art puissant et transformateur de Léo, d'un partenariat qui redéfinissait la relation entre le commerce et la créativité. Lorsque ce fut son tour de prendre la parole, Léo s'approcha du micro, sa nervosité éclipsée par une confiance calme et solide. Il ne parla pas du métal ni de sa technique. Il parla de la signification de la sculpture. « L'espoir, ce n'est pas prétendre que l'obscurité n'existe pas, » dit-il d'une voix ferme, les yeux rivés sur Eleanora dans la foule. « C'est trouver la lumière qui s'y cache. C'est savoir que même lorsque les choses sont brisées, elles peuvent être reconstruites pour devenir encore plus solides, encore plus belles. » Il regarda Sam, assis sur les épaules d'Eleanora, les petites mains emmêlées dans ses cheveux, un sourire fier sur le visage. Il s'agit de construire des choses avec le cœur. Plus tard, après les discours et les applaudissements, tous trois se tenaient seuls devant la sculpture, alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de touches oranges et dorées. La ville bourdonnait autour d'eux, un bourdonnement lointain et doux. « Alors, dit Eleanora,
en appuyant sa tête sur son épaule. « Et maintenant, monsieur Morgan ?» Léo sourit, passa son bras autour d'elle et la serra contre lui. « Je pensais commencer une nouvelle œuvre. »« Oh oui, dit-elle, les yeux brillants. Comment s'appelle-t-elle » Il la regarda, puis leur fils, le cœur débordant de joie. « Elle s'appelle Famille. » La sculpture derrière eux était un témoignage silencieux, une promesse forgée dans le feu et l'acier, un symbole de deux mondes disparates, fondus et remodelés en un seul et indestructible tout. La lumière déclinait, mais ils n'avaient plus peur de l'obscurité. Ils étaient ensemble. Ils avaient trouvé le chemin de leur foyer. Les années qui suivirent ne furent pas un conte de fées. Elles furent quelque chose de mieux. Elles furent réelles. Elles furent désordonnées, compliquées et magnifiques. Elles furent des disputes sur ce qu'il fallait manger pour le dîner et des négociations sur l'heure du coucher de Sam. Elles furent le réconfort tranquille de se réveiller chaque matin à côté de la même personne. Et la joie bruyante et chaotique des projets scolaires étalés sur les meubles minimalistes et coûteux de l'appartement d'Eleanora, qui, petit à petit, commençait à ressembler davantage à un foyer. Il se remplissait des petites sculptures de Léo, des dessins de Sam, des bottes boueuses laissées près de la porte et de l'odeur persistante du café et de la térébenthine. L'atelier de Léo était en plein essor. La dotation de la Fondation Vance lui donnait la liberté de créer sans la pression constante de la survie. Il construisait des sculptures audacieuses et provocantes, des œuvres qui parlaient de lutte et de résilience et de la beauté tranquille et féroce de l'esprit humain. Il ne fit jamais partie du monde des affaires d'Eleanora et ne le souhaita jamais. Mais il devint son point d'ancrage, celui vers qui elle se tournait lorsque le poids de ce monde devenait trop lourd. Il était celui qui l'écoutait, qui lui tenait la main, qui lui rappelait la femme qu'elle était sur la plage, celle qui sentait le sel et non les salles de réunion. Eleanora, à son tour, a transformé la Vance Corporation. Elle est devenue un leader non seulement dans le domaine de la technologie, mais aussi en matière de responsabilité d'entreprise. La Vance Foundation for the Arts est devenue une force mondiale, finançant des installations publiques, accordant des subventions aux artistes en difficulté et construisant des centres artistiques communautaires dans des quartiers oubliés. Elle était toujours une femme d'affaires brillante et impitoyable, mais son impitoyabilité visait désormais l'injustice et non plus seulement les concurrents sur le marché. Elle apprit à déléguer, à faire confiance, à quitter le bureau à 17 heures. Elle apprit que le succès ne se mesurait pas au cours de la bourse, mais au nombre de vies qu'elle pouvait toucher, à la beauté qu'elle pouvait aider à apporter au monde. Ils se marièrent un mardi après-midi, tranquille au tribunal, avec Sam comme seul témoin et témoin de mariage. Il n'y avait ni caméra, ni communiqué de presse. C'était une promesse simple et profonde entre deux personnes qui s'étaient trouvées dans les décombres et avaient construit quelque chose d'extraordinaire. Leur vie était une juxtaposition constante et magnifique. Ils assistaient à des galas de charité glamour où Eleanora dominait la salle dans une robe de créateur. Léo à ses côtés dans un simple costume bien coupé, ses mains calleuses contrastant fortement et fièrement avec le monde raffiné qui les entourait. Et le lendemain matin, il se retrouvait dans son atelier couvert de poussière, se disputant pour savoir où placer un morceau de ferraille, Sam les dirigeant tous les deux comme un petit contremaître tyrannique. Ils venaient de deux mondes différents, parlaient deux langues différentes, mais ils avaient appris à se comprendre parfaitement. Ils avaient trouvé leur équilibre non pas en effaçant leurs différences, mais en les célébrant. Leur histoire d'amour n'était pas celle d'un homme pauvre sauvé par une femme riche. C'était l'histoire de deux âmes solitaires et méfiantes, qui se sont sauvées mutuellement, qui se sont montrées ce que signifiait avoir un cœur, et qui ont prouvé que les choses les plus précieuses dans la vie sont celles qui ne peuvent être ni achetées ni vendues. Une soirée fraîche, des années plus tard, Sam, alors adolescent, était assis avec ses parents sur le balcon de leur maison surplombant l'étendue scintillante de la ville. L'air était frais et le ciel d'un bleu velours profond. Léo dessinait dans un carnet, le front plissé par la concentration, tandis qu'Eleanor lisait un livre, la tête confortablement posée sur son épaule. Sam était resté silencieux pendant un moment, se contentant d'observer les lumières de la ville. « Vous savez, dit-il finalement, je regardais aujourd'hui quelques anciens articles sur vous sur Internet pour un projet d'histoire. » Léo et Eleanora échangèrent un regard, une conversation silencieuse passant entre eux. « Oui, répondit Léo en arrêtant de dessiner. Ils se sont complètement trompés,
dit Sam en secouant la tête. « Ils ont donné l'impression que tu étais ce projet. Et toi, dit-il en regardant sa mère, tu étais une sorte de princesse en fuite. » Eleanora sourit, un sourire doux et sincère qui avait depuis longtemps remplacé son masque professionnel. « C'est ce que le monde a vu. Je suppose que c'est l'histoire la plus facile à raconter. Mais ce n'était pas la véritable histoire, insista Sam. La vraie histoire. Elle avait commencé avec un portefeuille et le dessin d'un homme métallique triste qui avait besoin d'un cœur. » Il regarda son père. « Tu lui en as donné un, papa, pas seulement dans la sculpture. » Léo eut la gorge serrée. Il tendit la main et ébouriffa les cheveux de son fils. Eleanora prit son autre main, entrelaçant ses doigts avec les siens. Tous trois étaient assis dans un silence confortable, les lumières de la ville scintillant sous eux comme un champ d'étoiles tombées. Leur histoire n'avait pas été facile, ni simple. Elle avait été forgée dans le feu de l'examen public, mise à l'épreuve par le doute et la peur, et construite sur une base d'amour calme et obstiné. Ils étaient la preuve que la véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on refuse de vendre. Et l'héritage le plus puissant n'est pas un nom sur un bâtiment, mais un cœur que vous aidez à guérir. Le vent se leva, frais et pur, apportant avec lui le bruit lointain de la vie urbaine. Léo regarda sa femme, son fils, la vie qu'ils avaient construite ensemble, une vie d'art et d'industrie, d'amour et d'intégrité. Le chemin avait été long et semé d'embûches. Mais ici, à cet instant, tout était exactement comme il devait être. Le triste homme de métal était chez lui. La galerie était silencieuse, le genre de silence respectueux qui règne dans un espace rempli d'œuvres d'art puissantes. Les murs étaient blancs et incroyablement hauts, et la lumière était douce, diffuse, tombant sur les sculptures qui parsemaient la pièce comme d'anciennes sentinelles métalliques. C'était la première grande rétrospective de Léo, l'œuvre de toute une vie réunie en un seul endroit. Les critiques et les collectionneurs se déplaçaient dans l'espace dans un respect silencieux, parlant à voix basse. Au centre de la pièce principale, baigné par un seul projecteur chaleureux, se tenait l'homme de métal. C'était la même sculpture qui avait autrefois pris la poussière dans son atelier, mais elle était désormais achevée. Dans la cavité creuse de sa poitrine reposait un cœur, non pas fait de peinture rouge vif comme Sam l'avait autrefois dessiné, mais d'un seul morceau parfait d'acier imprégné de cobalt, poli jusqu'à briller comme un miroir, reflétant les visages de tous ceux qui le regardaient. Léo se tenait près du fond de la pièce, mal à l'aise dans son costume, les mains enfoncées dans ses poches pour éviter de gesticuler. Il ne regardait pas la foule, mais sa famille. Eleanora discutait avec un jeune artiste en herbe, le visage animé et encourageant. Elle avait depuis longtemps cédé son titre de PDG à un successeur qu'elle avait formé, choisissant plutôt de diriger la Fondation Vance à plein temps. Elle était plus heureuse, plus légère, plus elle-même qu'il ne l'avait jamais vue. Sam, désormais un jeune homme avec les yeux de son père et la confiance tranquille de sa mère, était étudiant dans la plus prestigieuse école d'art du pays. Il se tenait à côté de sa petite amie et expliquait les nuances de la technique de soudage de son père avec un mélange de connaissances techniques et de fierté filiale farouche. Une journaliste, une jeune femme au regard bienveillant, s'approcha de Léo. « Monsieur Morgan, dit-elle, votre histoire est incroyable, une véritable success story. » Léo secoua la tête, un petit sourire lasse aux lèvres. « Vous vous trompez, il n'a jamais été question de richesse. » La journaliste eut l'air perplexe. Alors de quoi s'agissait-il ? Le regard de Léo se posa à nouveau sur sa femme et son fils qui marchait vers lui, le visage rayonnant d'amour. Il repensa à un jour de pluie, à un portefeuille perdu et au choix terrifiant et magnifique de faire ce qui était juste. Il repensa à un atelier poussiéreux, à une tasse de café partagée et à l'effondrement lent et patient des murs. Il repensa au dessin d'un petit garçon et à un amour assez fort pour réorganiser les étoiles. C'était une question de valeur, dit Léo d'une voix calme mais assurée en prenant la main d'Eleanora. Il s'agissait d'apprendre la différence entre le prix des choses et leur valeur. La journaliste griffonnait frénétiquement dans son carnet, mais Léo savait qu'elle ne comprendrait jamais vraiment. Son histoire ne se résumait pas à un titre de journal. Elle était écrite dans l'acier et la rouille, dans le courage et la gentillesse, dans le cœur commun de la famille qui se tenait à ses côtés, leurs reflets capturés ensemble au centre de son chef-d'œuvre. L'atelier était calme à présent. Les outils étaient soigneusement accrochés au mur, le sol était balayé.
Léo ne travaillait plus beaucoup ici. Il avait un studio plus grand et plus moderne en centre-ville. Mais il conservait cet endroit, l'ancien entrepôt situé dans un quartier oublié de la ville. Il l'avait laissé exactement tel quel, comme une référence, un rappel de l'endroit où tout avait commencé. Il apprenait à son petit-fils, un petit garçon aux yeux brillants et à la chevelure brune, à tenir une clé à molette. Le garçon, qui s'appelait Léo Junior, mais que tout le monde appelait Lucky, essayait avec application de serrer un boulon sur un petit oiseau en métal que son grand-père avait soudé pour lui. Eleanora était assise sur la caisse renversée qui lui était familière, ses cheveux désormais striés d'argent. Elle les regardait avec un sourire serein. Elle avait un carnet de croquis sur les genoux et les dessinait, ses traits désormais assurés et pleins d'amour. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses la même lumière dorée qui avait rempli la pièce il y a tant d'années. Elle illuminait les grains de poussière qui dansaient dans l'air, les transformant en minuscules étoiles scintillantes. « Grand-père, dit Lucky, le front plissé par la concentration, pourquoi aimes-tu tous ces vieux trucs rouillés ?» Léo sourit et s'agenouilla à côté du garçon, sa main couvrant celle de son petit-fils sur la clé. « Parce que, Lucky, dit-il d'une voix douce, ces vieux trucs rouillés t'apprennent quelque chose d'important. Ils t'apprennent que rien n'est jamais vraiment perdu. On peut toujours le retrouver. On peut toujours le refaire. Il suffit d'avoir les bons outils. Comme cette clé, demanda le garçon. Comme la clé, confirma Léo. Et un peu de patience et beaucoup de cœur. Il leva les yeux et croisa le regard d'Eleanora à l'autre bout de la pièce. Elle lui sourit, leur échangeant un message silencieux d'amour et d'histoire commune. Ils avaient bâti un héritage qui n'était pas fait d'argent ou de pouvoir, mais de quelque chose de bien plus durable. Ils avaient construit une vie à partir de secondes chances. Le soleil descendait, et l'atelier se remplissait de la lueur dorée et chaleureuse des souvenirs et des promesses. Le travail était terminé, l'histoire racontée. Il ne restait plus que le murmure tranquille, magnifique et omniprésent de l'amour.